Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Les chercheurs de l'IDRI viennent à ce micro pour nous expliquer, raconter à quoi ressemble ce chemin parfois un peu difficile de la transition. Et il est un secteur essentiel qu'on n'a pas encore évoqué ici, c'est celui de l'agriculture, avec des enjeux multiples, de la résilience de notre système alimentaire à l'impact de l'agriculture sur la biodiversité. Alors tout le monde connaît la PAC, politique agricole commune, ou plutôt tout le monde croit savoir de quoi il s'agit. Sauf que la PAC d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier ni d'avant-hier. La PAC mode d'emploi, c'est un nouvel épisode des podcasts de l'IDRI avec Pierre-Marie Aubert, coordinateur de l'initiative Agriculture européenne de l'Institut. C'est parti. Bonjour Pierre-Marie Aubert. Bonjour. La nouvelle PAC, votée en juin 2021, entrera en vigueur le 1er janvier prochain. On va en parler, mais revenons d'abord un peu aux sources pour bien comprendre de quoi il s'agit, quelle est la logique qui a poussé à créer cette politique agricole commune et son utilité depuis. Eh bien, la politique agricole commune, en fait, elle remonte au début de l'Europe, au début du XXe siècle, en 1957, au moment du traité de Rome. On inscrit dès le départ que l'agriculture doit être un des éléments essentiels de cette Union européenne, un de ses mandats principaux. 5 ans après, en 1962, naît officiellement la politique agricole commune, qui a pour vocation, qui a pour objectif explicite d'augmenter la production, d'augmenter le revenu des producteurs et de baisser le coût de l'alimentation pour les consommateurs. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette politique agricole commune? C'est vraiment un levier pour la modernisation agricole à travers toute l'Europe, puisque en fait, elle garantit des prix et des volumes aux agriculteurs qui, du coup, peuvent s'engager dans une logique d'accroissement de taille, d'innovation agronomique, etc. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, l'Europe se met à devenir une grande puissance agricole. Avec des barrières douanières, avec des prix garantis, donc c'est un marché régulé en fait. Voilà, en fait, quelque part, le dispositif principal de cette PAC, ce qui lui permet de faire ce qu'elle fait, c'est qu'elle protège son marché. C'est-à-dire que l'ensemble des produits qui sont produits ailleurs dans le monde ne peuvent pas rentrer ou alors avec des droits de douane très élevés sur le marché européen. Et donc les Européens, les agriculteurs européens sont protégés sur toutes les cultures, sauf une, les cultures de légumineuses. Pourquoi? Parce que en 62, quand on négocie la politique agricole commune au sein de l'Union européenne, on négocie en même temps avec le reste du monde et en particulier les USA, les modalités de commerce mondial. Et à ce moment-là, les États-Unis nous disent très bien, fermez votre marché, protégez votre agriculture, développez-la, à une condition que vous laissiez rentrer sur votre marché à droit de douane zéro, ce que nous savons produire très bien, en l'occurrence le soja et par extension l'ensemble des légumineuses. Mhm. Barrières douanières, prix, volume garanti, pas de concurrence. Résultat, dans les années 80, l'Europe était la première puissance exportatrice en volume en tout cas. C'est ça, au milieu des années 80, hein, l'Europe devient ce fameux première puissance agricole mondiale, mais ça pose problème à plein de gens. Et donc on rentre dans des conflits commerciaux très importants, puisque les droits de douane qu'a instauré l'Europe font que tout un tas de puissances agricoles émergentes, hein, ne peuvent pas rentrer sur le marché européen et sont concurrencées par les subventions massives apportées par les soutiens au prix. Et donc on rentre dans un cycle de négociation commerciale qui aboutit en 95 à un nouvel accord, dit accord sur l'agriculture, par lequel finalement l'Union européenne accepte de rénover en profondeur la politique agricole commune et d'exposer ses agriculteurs aux marchés mondiaux. Et comme la concurrence mondiale n'est pas prête de s'arrêter, on se dit que la nouvelle PAC, elle doit aujourd'hui à la fois accompagner les agriculteurs européens et en même temps prendre en compte l'urgence pour le climat et pour la préservation de la biodiversité. Et ça, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Alors, en 95, au moment de l'accord sur l'agriculture, quand on met les agriculteurs en concurrence sur les marchés mondiaux, on les laisse pas tout seuls. On transforme en profondeur la politique agricole commune, on transforme les prix garantis et les volumes garantis en ce qu'on appelle des soutiens aux revenus. C'est-à-dire que progressivement, l'instrument principal de la politique agricole commune devient un paiement direct à l'agriculteur, hein, qui se met en place plus tard, mais qui permet en fait de soutenir son revenu et d'assurer que malgré la concurrence internationale qui est extrêmement vive, il peut continuer à vivre. Et néanmoins, on demande aux agriculteurs européens de produire dans des conditions sociales et environnementales les plus exigeantes qui soient sur le reste de la planète. Et donc, quand on leur dit que par ailleurs,
pour des raisons tout à fait valables d'un point de vue scientifique, il faut encore être plus exigeant sur l'environnement comme sur le social, leur réponse tombe inéluctablement d'une certaine manière. Bah oui, mais comment vous voulez qu'on fasse? On est déjà les plus exigeants et on s'en sort pas économiquement. Donc aujourd'hui, on est face à cette espèce de dilemme ou de tension entre d'un côté le besoin d'assurer à l'agriculture européenne une profitabilité pour qu'elle continue d'exister tout simplement face à ce marché mondial et la nécessité de la faire évoluer vers des systèmes plus respectueux de la biodiversité, moins émetteurs et plus résilients face aux changements globaux. Et la nouvelle PAC, pour ça, elle a décidé de redonner la main aux États. C'est ça. Et donc, on avait une fenêtre d'opportunité en 2020, hein, date de la réforme qui aurait dû entrer en vigueur à cette date-là. Bon, on va y venir, elle a été un peu décalée. On entame un processus de réforme en 2017 et ça arrive 2 ans après l'accord de Paris sur le climat, après l'accord sur les objectifs de développement durable, qui disent globalement, hein, qui fixent des objectifs extrêmement ambitieux sur la durabilité. Et donc, la Commission européenne dit, je me prends en charge, je prends au sérieux ces engagements que l'Europe a signés, et je les transfère, je les transpose à cette nouvelle politique agricole commune. Et la solution qu'a proposée la Commission, c'est de dire, eh bien, chers amis États membres, chers quelque part constituants de l'Union européenne, nous allons vous confier la responsabilité d'élaborer les instruments qui vont vous permettre de remplir ces objectifs. Dit autrement, l'Union européenne fixe le cadre, donne les grands objectifs, les décline pour chaque pays, puisque chaque pays n'est pas dans le même état environnemental aujourd'hui, et dit aux États membres, vous allez avoir la possibilité de dépenser le budget de la PAC selon vos priorités, selon les enjeux de vos pays, à travers une déclinaison nationale qui s'appelle le plan stratégique national. Est-ce que ça ne se fait pas au détriment d'une ambition environnementale claire? Dans cet exercice-là, la Commission avait proposé un certain nombre de garde-fous. Et dans les innovations qui devaient permettre de faire rentrer plus d'environnement, plus de climat, plus de biodiversité dans la PAC, il y avait notamment ce qu'on appelle un éco-régime. Qu'est-ce que c'est l'éco-régime? C'est tout simplement une part du paiement de la politique agricole commune qui devait être associée, qui doit être associée à des pratiques vertueuses et reconnues comme telles par la puissance publique. Une des options qu'avait la Commission européenne, c'était de dire l'éco-régime, je le borde, je le cadre assez fortement au niveau européen pour assurer un niveau d'ambition commun à l'ensemble des pays. Et ça n'a pas pu être fait pour des raisons extrêmement politiques, hein, dans les négociations entre la Commission européenne, le Conseil qui représente les États membres et le Parlement. Et on est plutôt arrivé sur quelque chose où l'éco-régime est laissé au libre choix des États, modulo quelques contraintes de la Commission. Deuxième élément, la négociation de cette nouvelle PAC a démarré avant le pacte vert. Or, en 2019, après la vague verte aux élections européennes, on a un pacte vert qui nous dit voici les ambitions de l'Union européenne, qui se décline au niveau Mmh. agricole dans quelque chose qui s'appelle la stratégie de la fourche à la fourchette, et qui fixe pour le système alimentaire des objectifs très ambitieux. Et c'était extrêmement intéressant, extrêmement ambitieux, sauf que dans le cours de la négociation de cette nouvelle PAC, qui entrera donc en vigueur, on l'a dit, en 2023, les États, à travers le Conseil, ont refusé que les objectifs énoncés dans le pacte vert pour l'agriculture soient contraignants dans la déclinaison nationale de cette politique agricole commune. Ça veut dire que les objectifs du Green Deal, du Pacte vert, ne sont finalement pas pris en compte ou rarement dans les feuilles de route des États qu'ils ont rendues ces derniers mois. Ils ont l'obligation de montrer la cohérence et la contribution de leur plan stratégique national à ces objectifs-là, mais ça n'est pas contraignant. Et donc la Commission européenne, quand elle révise puis valide ces feuilles de route nationales, ces plans stratégiques nationaux, n'est pas fondée légalement à rejeter un plan stratégique national parce qu'il ne serait pas conforme aux objectifs du pacte vert. Ça veut dire que la transition va forcément se faire au prix d'un bras de fer. Bras de fer hein, qui est en cours, hein. On peut prendre le cas de la France, hein. C'est évidemment l'élaboration de la feuille de route nationale s'est faite dans un processus relativement ouvert Mmh. avec l'ensemble des parties prenantes, mais a quand même donné la part belle aux propositions qui ont été faites, on va dire, par le syndicalisme majoritaire. Et lorsque la Commission européenne est revenue vers le gouvernement français en disant voici mon évaluation de votre copie, elle a globalement rappelé un certain nombre d'éléments qui étaient réclamés par les parties prenantes, on va dire, plus environnementalistes. Et donc ça a permis une deuxième version de cette feuille de route nationale qui inclut mieux les propositions qui ont été faites. Et donc là, ce qu'on voit bien, c'est comment le bras de fer
en tout cas le rapport de force entre une vision de l'agriculture qui tient peu compte, ou en tout cas pas assez compte de ces enjeux environnementaux, et ceux qui veulent les faire rentrer très fort, eh bien, il est en cours. On comprend en vous écoutant que cette PAC-là, celle qui entre en vigueur le 1er janvier prochain, ce ne sera pas la PAC de la transition? Non, ce ne sera pas la PAC qui va faire le grand soir, mais elle contient quand même un certain nombre de choses qui vont permettre des avancées sur, la diversification des cultures, sur, on espère, la réduction des intrants, mais évidemment, il reste beaucoup de travail. La PAC du futur, on en parlera un autre jour, mais vous y réfléchissez évidemment déjà beaucoup. Quelle serait une piste peut-être pour faire avancer la transition? Eh bien, dans ce fameux pacte vert, ce que la Commission a proposé, c'est, de mettre en place, à l'horizon 2024, un cadre législatif sur les systèmes alimentaires durables. Ce cadre législatif, il a peut-être, on l'espère, en tout cas c'est pour cela qu'on on plaide à l'IDRI, une capacité contraignante pour la prochaine réforme de la PAC. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que fin 2023, la Commission européenne pose sur la table une proposition de cadre législatif pour des systèmes alimentaires durables, hein, c'est son nom, qui disent voilà ce que la PAC doit absolument faire à sa prochaine réforme qui interviendra en 2027. Et ce sujet des systèmes alimentaires durables, qu'on dit Sustainable Food Systems, je crois, on en reparlera sans doute, mais en attendant, je renvoie sur votre article publié à la mi-septembre sur le site de l'IDRI. Merci beaucoup, Pierre-Marie Aubert. Merci. Et c'est la fin de cet épisode des podcasts de l'IDRI. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts et sur le site de l'Institut, bien sûr. N'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques et vos suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.